Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice où dans une première partie, on va étudier une équation à l'aide de fonctions et dans une deuxième partie, nous allons étudier une suite récurrente du type un plus 1 égale f de un avec u0 donné. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un copié au format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog, où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité et maths experte, notamment. Donc l'énoncé de l'exercice que j'avais fabriqué il y a quelques années pour un devoir surveillé ou pour un sujet de bac blanc. La partie A, étude d'une équation. Grand E est l'équation exponentielle x égale x plus 2 dans grand R. Question A, à l'aide du graphique donné en annexe 1, conjecturer le nombre de solutions de l'équation E. On va aller voir l'annexe 1 tout de suite. Voici l'annexe 1, on a tracé la droite d'équation y égale x plus 2, et puis en fait la courbe représentative de la fonction exponentielle. Alors j'ai écrit y égale e xp de x, et aussi y égale e exposant x. Petit b, placer les solutions de l'équation grand E sur l'axe des abscisses, donner sans justifier un encadrement entre deux entiers consécutifs de ces solutions. Question 2, petit f est la fonction définie sur grand R par f de x égale exponentielle x moins 2. Petit a, déterminer la limite de la fonction petit f en moins l'infini et la limite de la fonction petit f en plus l'infini. Petit b, étudier les variations de la fonction petit f sur grand R. Petit c, montrer que l'équation f de x égale 0 possède deux solutions dans grand R notées petit a et petit b avec petit b strictement inférieur à petit a. Déterminer un encadrement des réels a et b d'amplitude 0,1. Question 3. Quelles sont les solutions de l'équation grand E exponentielle x égale x plus 2 dans grand R? Partie B, étude d'une suite récurrente. La fonction petit g définie sur l'intervalle moins 2 plus infini par g de x égale ln de x plus 2. On admet que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus infini, ouvert en moins 2. La suite un est définie par u0 égale moins 1 et un plus 1 égale g de un pour tout entier naturel n. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Grand C est la courbe représentative de la fonction g, grand D est la droite d'équation y égale x. Question 1a, montrer que g de x égale x équivaut à exponentielle x égale x plus 2 dans l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2. Petit b, en déduire les solutions de l'équation g de x égale x dans l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2. Question C, sur le graphique donné en annexe 2, placer petit a et petit b sur l'axe des abscisses. L'annexe 2, on a tracé la droite D d'équation y égale x et la courbe C de la fonction g. Question 2a, sur le graphique en annexe 2, placer un pour n entier compris entre 0 et 3 sur l'axe des abscisses à l'aide de tracés. Petit b, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, moins 1 inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à a. Et petit c, justifier que la suite un est convergente, puis déterminer sa limite notée grand L. Correction, question A, conjecturer le nombre de solutions de l'équation E. Je rappelle que l'équation E, c'est l'équation exponentielle x égale x plus 2 dans grand R. Et donc, on se fie à l'annexe 1 et on regarde un petit peu ce qu'on nous a donné. Donc, les deux courbes d'équation y égale exponentielle x et y égale x plus 2. Et si on veut qu'exponentielle x soit égale à x plus 2, on sait qu'il faut s'intéresser au point d'intersection des deux courbes. Visiblement, on a un premier point d'intersection qui va être situé, je vais chercher la couleur. Donc on a un premier point ici,
qu'on peut appeler par exemple grand P, c'est peut-être pas ce que j'ai pris dans le polycopier comme correction, mais peu importe. Et ici un point que je vais appeler grand Q. Donc on peut dire qu'il y a deux points d'intersection entre ces deux courbes, donc on conjecture que l'équation E possède deux solutions dans grand R. Alors je conseille de rédiger, et pour ceux qui auront envie, par exemple le jour du bac, de dire on conjecture que l'équation grand E a deux solutions dans grand R, c'est bien de mettre l'explication. Quand on peut, essayer de mettre une explication, ça vous donne un plus. Le professeur qui vous corrige ou la professeure qui vous corrige est content ou contente de ce que vous avez fait. Et puis si à un moment donné vous êtes un petit peu moins clair dans une autre question, il s'en souviendra. Allez, on va rédiger les courbes d'équation y égale exponentielle x et y égale x plus 2 se coupe en deux points. Bon, je les avais appelés P et Q, si, comme vous rendez l'annexe en général avec votre copie. On conjecture que l'équation grand E possède ou admet certains, mais j'aime pas trop ce mot-là, ou admettre dans ce genre de phrase. Et pourtant on le trouve dans beaucoup de sujets de bac. Deux solutions dans grand R. Je disais à mes élèves en général, essayez d'écrire des phrases simples, mais avec sujet, verbe, complément, et puis relisez-vous, essayez d'enlever les fautes d'orthographe parfois, on oubliait en deux points, on oubliait le S, etc. Les correcteurs sont contents quand on rédige proprement, entre guillemets. Alors ici, par exemple, j'ai mis un 2 à chaque fois. Je devrais écrire peut-être de UX en français, mais ça, on va pas vous le reprocher. Question 1b, placez les solutions de l'équation E sur l'axe des abscisses, données sans justifier un encadrement entre deux entiers consécutifs de ces solutions. Donc déjà, on va... Alors ici, en fait, j'ai regardé le polycopier, je me suis aperçu que je l'avais appelé P, ce point. Donc je vais l'appeler P, le point d'intersection qui se situe ici, et puis évidemment avec un tracé vertical avec votre règle, vous essayez de faire en sorte que ce soit une parallèle à l'axe des ordonnées. Et puis ici, on va pouvoir écrire le nombre que je vais appeler alpha. Et puis avec le deuxième point d'intersection, je vais appeler Q là. Ici, le tracé vertical, il est tout petit, donc on a une valeur bêta. Alors, on évite de prendre des noms, par exemple, qui apparaîtraient dans la suite de l'exercice. Et puis, donner sans justifier un encadrement entre deux entiers consécutifs de ces solutions, on va pouvoir dire, ici, je vais peut-être quand même colorier un petit peu. Le nombre bêta, lui, on voit qu'il est placé entre moins 2 et moins 1, qui sont bien deux entiers consécutifs. Et alpha, il est placé entre 1 et 2, qui sont deux entiers consécutifs. On pourra un petit peu améliorer, mais bon, ici, on respecte l'énoncé. Ce qui fait qu'on va pouvoir écrire un premier encadrement pour bêta. Bêta, lui, il est strictement plus grand que moins 2, il est strictement plus petit que moins 1.
Et puis pour alpha, alpha est strictement compris entre 1 et 2. Alors, si on mettait des égales, ce serait pas très grave. Hein. Question 2a, déterminer les limites de la fonction f en moins l'infini et les limites de la fonction f en plus l'infini. On rappelle que pour tout f de x égale exponentielle x moins x moins 2. Alors, travail au brouillon, on va un petit peu voir comment on peut procéder. Déjà, on regarde bien f de x, on l'observe bien, c'est en fait constitué de 3 termes, une forme développée avec un premier terme qui est exponentielle x, ensuite il y a un deuxième terme, moins x, et puis un troisième terme, moins 2 on pourrait dire. Alors ici, je vais plutôt regrouper les deux derniers termes, parce que quand x tend vers moins l'infini, on peut travailler avec la fonction affine moins x moins 2. Allons-y. Donc pour exponentielle x, on peut dire que l'exponentielle x, quand x tend vers moins l'infini, tend vers 0. Et puis on peut dire que moins x moins 2, lui, il va tendre vers quoi? X tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini moins 2 va nous donner plus l'infini. Et puis quand je corrigeais parfois les copies de mes collègues en bac blanc, quand j'ai les miennes évidemment, moi j'avais tendance à faire rédiger mes élèves avec le symbole limite. Je voyais des rédactions comme ça me plaisait plutôt bien. Souvent les élèves mettaient une accolade, un petit donc. Et donc on va pouvoir dire qu'exponentielle x moins 2 tend vers plus l'infini ici. 0 plus l'infini. Bon, ça veut dire que, alors évidemment, c'est bien quand on dit que on a effectué une certaine opération entre les deux, là c'est une somme. Hein. Bon, et puis donc, finalement, f de x tend vers plus l'infini. Bon, personnellement, je faisais un petit peu travailler mes élèves comme ça, mais je leur disais, bon, ça c'est votre brouillon, mais si c'est bien rédigé, au bac, je pense que ça passe bien. Donc une autre façon de rédiger, pour tout x, f de x, exponentielle x moins 2, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x égale 0, et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x moins 2, c'est plus infini. Donc, par somme, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x moins 2 égale plus infini. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini. Alors, pour la limite de la fonction f en plus infini, donc quand petit x tend vers plus infini, qu'est-ce qu'on peut dire? Exponentielle x tend vers plus infini. On le sait d'après le cours de première. Et en ce qui concerne ma fonction affine moins x moins 2, elle tend vers, moins l'infini. Et comme on doit effectuer une somme entre les deux, on voit bien qu'ici, on va avoir affaire à une forme indéterminée. Alors là, je suis vraiment au brouillon. Forme indéterminée, plus l'infini, plus moins l'infini. Ça veut dire qu'il faut procéder autrement. Donc là, il va falloir faire preuve un petit peu d'initiative. Et puis, comme dans l'expression de f de x, on a exponentielle x. On sait qu'il l'emporte sur x normalement, notamment. Donc, on a le choix entre mettre soit exponentielle x en facteur, mais j'ai envie de dire, on peut mettre aussi x. Alors moi, je vais avoir tendance à mettre x en facteur, ce qui est une limite du cours qui va apparaître naturellement. Si on met exponentielle x, faire un petit peu autrement. Donc ça veut bien dire qu'il y a souvent, plusieurs façons de voir les choses, plusieurs façons de rédiger en mathématiques. Alors, je vous ai dit que j'allais mettre x en facteur, donc x facteur de exponentielle x divisé par x
Moins x divisé par x, hein, chaque terme on les divise par x en fait, mais ça va donner 1, je pense que ça va pas trop vite, et moins 2 je le divise par x. Alors attention avec cette méthode, parce que diviser par x, j'ai pas le droit de diviser par 0, ce qui fait que je peux avoir des petits ennuis quand je dis pour tout x, ça va être... il va y avoir un problème. Alors ici, on pourrait mettre pour tout x différents zéros, et comme on fait tant x vers plus infini, on peut même se contenter de dire que voilà, x est plus grand que 0. Alors, si vous placez exponentielle x en facteur, vous n'aurez pas ce problème-là, parce que exponentielle x ne s'annule pas, donc même s'il apparaît un dénominateur. Alors, je vous avais dit que on allait faire apparaître limite connue du cours. Donc, si je prends dans le deuxième facteur le premier terme, exponentielle x sur x, alors il y a une forme indéterminée, hein, plus infini sur plus infini, mais on sait que c'est exponentielle x qui l'emporte, donc ça va donner plus infini. Ensuite, moins 1, je ne vais pas trop m'en occuper, hein, parce que la limite de moins 1, c'est moins 1. Et si on regarde 2 sur x ou moins 2 sur x, quand x tend vers plus infini, ça va tendre vers 0. Et puis, je vais m'occuper maintenant du plus simple, c'est-à-dire moins 1. Évidemment, on ne fait pas ça dans une copie, hein, c'est au brouillon. Et donc, plus infini plus moins 1 plus 0, on va obtenir finalement, si j'arrive à choper une petite couleur, on va avoir ici plus infini. Et puis, le fameux x qu'on avait au départ, lui, qu'est-ce qu'il fait, le x qu'on avait au départ, lui, il tend vers plus infini. Ce qui fait que finalement, on aura plus infini pour le premier facteur à multiplier par plus infini. Le deuxième facteur, ici, on n'a plus de forme indéterminée. Donc, petit x, le premier facteur tend vers plus infini. Et le deuxième facteur, exponentielle x sur x, moins 1, moins 2 sur x, va tendre vers plus infini. Alors, évidemment, il faudra rappeler la limite du cours pour exponentielle x sur x. Et donc, on va avoir le produit, c'est-à-dire f de x, ici, qui va tendre vers plus infini. Pour avoir une rédaction à peu près propre, on va aller voir le copier. Alors j'ai fait une remarque pour dire que exponentielle x moins x moins 2 quand x tend vers plus infini présente une forme indéterminée du type plus infini plus moins l'infini. J'ai pas détaillé parce que c'est pas, il faut lever l'indétermination. Enfin, si vous voulez l'écrire dans une copie, c'est de détailler comme j'ai fait précédemment. Et donc ici, vous allez voir que c'est exponentielle x que j'ai mis en facteur. Comme ça, vous aurez l'autre méthode. Pour tout réel x, f de x, si je mets exponentielle x en facteur, c'est facteur de 1, moins x fois exponentielle moins x, j'aurais pu écrire x divisé par exponentielle x, moins 2 exponentielle moins x. Donc on s'occupe d'abord du deuxième facteur qui est un petit peu plus compliqué, donc la limite de 1, c'est 1, quand x tend vers plus infini. Alors là, j'ai oublié de dire que la limite quand x tend vers plus infini, ici on a une forme indéterminée avec x exponentielle moins x qui est donc une forme indéterminée a priori plus infini fois 0, mais c'est exponentielle moins x qui l'emporte d'après le cours. On pourrait le dire aussi, l'écrire, exponentielle moins x l'emporte. Et puis, la limite de exponentielle moins x quand x tend vers l'infini, c'est 0. Donc, la limite de 2 exponentielle moins x, c'est 0. Et par somme, on va obtenir que la limite de 1 moins x exponentielle moins x moins 2 exponentielle moins x quand x tend vers plus infini est égal à 1. Donc, le deuxième facteur tend vers 1 et le premier facteur exponentielle x tend vers plus infini quand x tend vers plus infini.
Et donc, par produit, on va avoir plus infini multiplié par 1, donc on obtient à nouveau que la limite, quand x tend vers plus infini de f de x égale plus l'infini. Question 2b, étudier les variations de la fonction de petit f sur grand R. Alors, on commence par calculer f' de x, ensuite on étudie le signe de f' de x, et pour finir, on dresse le tableau de variation de f le plus complet possible en général. Donc, on va pouvoir dire que f' de x est égal, alors dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x, dérivée de moins x, c'est moins 1, dérivée de moins 2, 0, donc on obtient directement la dérivée. Donc, deuxième point, ça, mes élèves, parfois, ils avaient du mal à comprendre qu'il fallait justifier le signe de la dérivée. Alors bon, moi en général, voilà ce que je propose, je cherche, souvent mes élèves cherchaient quand est-ce que la dérivée s'annulait, et après ils en déduisaient le signe, mais ça suffit pas. Donc on va chercher les valeurs de x pour lesquelles f' de x est strictement positif, s'il y en a évidemment, c'est pas trop. Cela signifie que exponentielle moins x moins 1 est plus grand que 0. Alors pourquoi on se doute qu'on va pouvoir résoudre algébriquement cette inéquation? C'est parce que l'inconnu x apparaît une seule fois, donc en général on s'en sort. Donc on va essayer d'isoler x, mais avant d'isoler x, on isole exponentielle x. Alors il y a plusieurs façons de continuer. Bon, on a à notre disposition la fonction logarithme, il faudrait peut-être pas s'en priver. Par exemple, le logarithme de l'exponentielle x donc est plus grand que ln de 1. On sait que la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ou vers 0. Et ici, exponentielle x est strictement positif, 1 est strictement positif, on peut utiliser la fonction logarithme népérien. Autre façon de le dire, a est plus grand que b équivaut à ln de a plus grand que ln de b quand a et b sont des nombres strictement positifs. Ce qui fait que ici, on va atteindre petit x dans le premier membre, et puis ln de 1 c'est 0. Donc une fois qu'on a réussi à résoudre cette équation, on peut dire que déjà f' est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors évidemment, si on mettait un égal, on obtiendra égal à la fin, et si on mettait un inférieur au départ, strict, on obtiendra un inférieur strict à l'arrivée, ce qui fait que ça suffit pour obtenir le signe de f'. On va pouvoir dresser le tableau de variation. Donc, troisième étape, le tableau de variation. Alors, je vais essayer d'en faire un le plus propre possible, parce qu'à la main, comme ça, c'est pas toujours évident. C'est le mettre assez loin. Donc, on a petit x à indiquer, le signe de f'. Moi, je mets simplement f' de x, ça dépend des professeurs, f de x, les variations. On travaille sur R, donc entre moins l'infini et plus infini. Pour la dérivée, on a vu qu'elle s'annulait en 0. Qu'elle était strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, strictement négative sur moins l'infini 0, ouvert en 0. Donc, f est strictement décroissante sur moins l'infini 0, fermé en 0 si on veut, pour une petite flèche. F est strictement croissante sur 0 plus l'infini, fermé en 0 d'ailleurs, et donc il nous manque le f de 0. Alors, bon, ça aurait été mieux de le calculer avant, mais bon. Donc f de 0 est égal à exponentielle 0, moins 0, moins 2, parce que f de x était exponentielle x moins 2, j'espère que je ne me trompe pas, et donc f de 0 va nous donner 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc la fonction f
possède un minimum en 0 et ce minimum vaut moins 1. Alors, on n'oublie pas les limites, hein, si possible. Ici, on avait obtenu en moins l'infini une limite qui était plus l'infini, et ici, plus l'infini. Question C, alors 2.C, je crois, montrer que l'équation f de x égale 0 possède deux solutions dans grand R, notez petit a et petit b, avec b plus petit que. Alors, première, déterminer un encadrement des réels A et B d'amplitude 0,1. Alors, première façon de rédiger qui peut être valable le jour du bac, enfin bon, on n'alimente pas trop, ce qui est dommage. Alors, ce qu'on va faire, par exemple, je vais regarder le bleu. Donc, si on lit les variations de f entre plus infini et moins 1, on se doute qu'on va passer par la valeur 0 en une valeur. Alors ici, c'est petit b, hein, d'après ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Et puis de moins 1 à plus infini, on va repasser par la valeur 0 et son antécédent à 0 pareil dans cet intervalle, on l'appelle petit a. Et puis on peut rédiger en disant, d'après le tableau de variation donné ci-dessus, l'équation f de x égale 0 possède deux solutions dans grand R. Bon, moi je préférais que mes élèves rédigent parce que dans l'enseignement supérieur, les professeurs, ils attendent plutôt une rédaction. Alors, la rédaction, je vais vous la faire pour un des cas, et puis pour l'autre, vous la trouverez de toute façon dans le polycopie. Alors, je vais prendre le cas où on travaille entre moins l'infini 0. Ici, on voit bien qu'il y a deux cas considérés. Premier cas, quand on travaille sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, on exclut, on inclut 0, c'est pas très très grave. Et puis, deuxième cas, sur 0 plus infini. Alors, allons-y. Moi, j'ai rédigé cette démonstration en 4 points. Je disais aux élèves, voilà, vous commencez par dire que la fonction est continue sur l'intervalle que vous considérez. Alors ici, évidemment, c'est parce que la fonction f est dérivable sur moins l'infini 0. Allez, on va inclure le 0. Donc f est continue, hein, sur cet intervalle. Bon, je vais pas l'écrire parce que j'ai plus beaucoup de place. Ensuite, on dit que f est strictement décroissante. Alors, le strictement est important parce que si on n'écrit pas le strictement décroissante, strictement, il ne faut pas l'oublier, parce que décroissante, elle pourrait être constante, puis là, on pourrait avoir une infinité de solutions, pas de solution, enfin bon. Sur moins l'infini 0 toujours. Troisième point, eh bien, on cherche l'image de moins l'infini 0. Alors, j'ai pas mis de couleur, ça aurait peut-être été bien. Vous voyez bien que pour l'instant, le moins l'infini 0 dont on est en train de parler, c'est l'intervalle de départ. Hein. C'est celui-là, hein, avec lequel on travaille. Alors, l'image par f de cet intervalle, hein, l'image par f de l'intervalle moins infini 0 est... Alors, il faut aller chercher, en fait, l'ensemble d'arrivées. Alors, ici, sur le tableau de variation, on voit bien que on va passer de plus infini à moins 1, mais attention, il faut commencer par prendre le moins 1. Il faut ranger grosso modo dans l'ordre croissant. Et ici, comme j'ai fermé en 0, je ferme en moins 1, et puis on va vers plus infini. Et puis, quatrième chose à dire, c'est de dire que le réel qu'on considère, qui est 0 ici, dans l'équation de x égale 0, eh bien, il appartient bien à cet intervalle moins 1 plus infini. J'ai réussi à le placer sur le tableau de variation. Le réel 0 appartient
moins 1 plus l'infini. Bon, et grâce à tout ça, nous allons pouvoir conclure, en déduire que l'équation f de x égale 0 possède une solution unique dans l'intervalle moins l'infini 0, noté petit b, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On en déduit que l'équation f de x égale 0, dont on parle dès le début, possède une solution unique. Alors ici c'est petit b, dans l'intervalle moins l'infini 0. Et tout ceci, c'est d'après le corollaire, la conséquence, si on veut, du théorème des valeurs intermédiaires qu'on appelle souvent le TVI. Alors je vais écrire TVI ici parce que mais bon, on doit écrire théorème des valeurs intermédiaires ou propriété des valeurs intermédiaires. Voilà. Alors en général, le jour du bac, s'il y a comme ça deux solutions, on voit souvent dans les sujets, il faut le justifier pour l'une et on l'admet pour l'autre. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on peut faire pour l'étude de l'équation f de x égale 0 dans l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 aussi. Donc f est dérivable sur cet intervalle 0 plus infini, donc f est continu sur 0 plus infini. On a 3 mots continus que j'ai pas écrit tout à l'heure. F est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. L'image par f de 0 plus infini, ça sera moins 1 plus infini, et de 0 c'est moins 1, et la limite en plus l'infini de f c'est plus l'infini. Et on regarde si le nombre 0 appartient à cet intervalle, ce qui est le cas. Et on en déduit que l'équation f de x égale 0 possède une seule solution dans l'intervalle 0 plus infini noté A, seule solution, solution unique, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors pour trouver une valeur approchée de A, par exemple, on va le faire pour A avec une calculatrice. Alors, à l'aide d'une calculatrice, f de 1,1 environ égale à moins 0,096 et f de 1,2 environ égale à 0,120. La vidéo est déjà assez longue, donc je vais éviter d'aller chercher une calculatrice ici. Je pense que je l'ai fait dans beaucoup de vidéos. F de 1,1 est strictement inférieur à 0, strictement inférieur à f de 1,2. Donc f de 1,1 est strictement inférieur à f de A, strictement inférieur à f de 1,2. Et comme la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, eh bien les antécédents 1,1 à 1,2 sont rangés dans le même ordre. Et donc on a 1,1 strictement inférieur à A, strictement inférieur à 1,2. De toute façon, on ne doit pas se tromper, le 1,1 est plus petit qu'1,2, on vérifie quand même. Donc on a bien une amplitude de 0,1 ici. Et puis pour l'autre cas, il suffit d'aller chercher la calculatrice. Et puis je vous laisse faire par vous-même, mais on va voir que petit b est strictement compris entre moins 1,9 et moins 1,8. Alors attention, il y a quand même un changement de sens entre les images et les antécédents, parce qu'ici f est strictement décroissant sur moins infini 0. Bon, allons-y. Question 3, quelles sont les solutions de l'équation E? Exponentielle x égale x plus 2 dans le grand R. Donc on considère un réel x. Ah oui, alors ça peut vous paraître bizarre qu'à chaque fois je mette ce genre de choses, mais c'est parce que si jamais le réel x il appartient à un certain intervalle, il faut quand même vérifier à la fin que si on a une ou des solutions, elles appartiennent bien à l'intervalle dans lequel on travaille.
Donc je prends cette précaution. Bon, ici, évidemment, on travaille dans grand R. Donc exponentielle x égale x plus 2, c'était notre équation grand E. Il faut que j'essaye de la relier à petit f, en fait. Et f de x, c'est exponentielle x moins x moins 2. Et donc, on va transposer x plus 2 dans le premier membre pour retrouver, évidemment, f de x. Ça veut dire que exponentielle x moins x moins 2 égale 0, c'est-à-dire ça veut dire que f de x égale 0, et donc ça veut dire que petit x, c'est petit a ou petit b, d'après la question précédente. Et donc l'équation grand E a deux solutions dans grand R qui sont A et B, qu'on connaît pas parfaitement, mais c'est A et B. Et donc dans mes souvenirs, sur le graphique qu'on avait fait dans les premières questions, petit a on l'avait appelé alpha et petit b on l'avait appelé bêta. Partie B, étude d'une suite récurrente. Donc, question A, montrer que g de x égale x équivaut à exponentielle x égale x plus 2. Et attention, là, on nous dit dans l'intervalle moins 2 plus infini. Donc, je dois considérer un réel x de l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2. Alors, on va partir, par exemple, de g de x égale x. C'est peut-être ce qui est, plus logique, mais... C'est vrai, c'est seulement si ln de x plus 2 égale x, puisque g de x c'est ln de x plus 2. Et c'est là qu'on voit qu'il y a cette contrainte avec le réel x, parce que on sait que pour prendre le logarithme népérien d'une expression, l'expression doit être strictement positive, et x plus 2 strictement positif signifie que x est plus grand que moins 2, c'est-à-dire x appartient à cet intervalle. On passe par la fonction exponentielle, je n'ai pas détaillé le premier membre, exponentielle de ln de x plus 2, ça donne x plus 2, et puis dans le deuxième membre, exponentielle x, puis on s'aperçoit qu'effectivement c'est bien exponentielle x égale x plus 2, mais attention, g de x égale x, cette équation n'est définie que dans l'intervalle moins 2 plus infini ouvert en moins 2. Question 1b, on déduire les solutions de l'équation g de x égale x dans l'intervalle moins 2 plus infini, ouvert en moins 2. On savait que l'équation grand E avait deux solutions, petit a et petit b, mais c'était dans grand R. Donc il faut vérifier, essayer de voir si petit a appartient à l'intervalle moins 2 plus infini, petit b, est-ce qu'il y appartient. Et en fait, avec les encadrements que nous avons obtenus tout à l'heure, petit b est strictement compris entre moins 1,9 ou moins 1,8, donc petit b est bien plus grand que moins 2. Petit a, lui, c'est à peu près évident, puisqu'il est compris entre 1,1 et 1,2. Petit a est bien plus grand que moins 2. Donc a et b appartiennent à cet intervalle, moins 2 plus infini. Donc les solutions de l'équation g de x égale x dans moins 2 plus infini sont petit a et petit b. Question 1c. Sur le graphique en annexe 2, placez petit a et petit b sur l'axe des abscisses. Bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait dans la partie A. Donc, voilà. On considère les points d'intersection de la courbe de G et la droite d'équation y égale x. Je les ai appelés grand A et grand B, ces deux points. Grand A pour abscisse petit a et grand B pour abscisse petit b. Alors là, vous voyez apparaître les termes de la suite parce que j'ai fait qu'un seul graphique. Je vais en reparler. Alors, question de A sur le graphique qui est donné en annexe 2, placez UN pour n entier compris entre 0 et 3 sur l'axe des abscisses à l'aide de tracés. Alors, il faut se souvenir que U0 égale moins 1. Donc, je vais essayer de vous faire un tracé plus ou moins direct, comme je vais pouvoir. Donc U0 vaut moins 1. Alors le tracé en question pour essayer de faire apparaître notamment U1, c'est en fait à partir d'un point, c'est d'aller rejoindre la courbe. Mais on est déjà sur la courbe, ce qui fait que le tracé suivant va être qu'un tracé horizontal. Et puis on va obtenir en fait U1 ici. C'est un cas un petit peu particulier qu'on rencontre pas souvent. On peut le vérifier, parce que U0 moins 1, et puis U1, c'est ln de U0 plus 2, ln de moins 1 plus 2, ça fait ln de 1, ça donne bien 0. Bon, là, on va retrouver
j'ai envie de dire tracé classique, à partir de U1, il faut rejoindre la courbe verticalement. Et ce point-là, ben, c'est F de U1. Et comme c'est F de U1, c'est aussi U2. Donc, verticale, courbe. Et de la courbe, c'est une horizontale vers la droite d'équation y égale x. On va voir pourquoi. Donc, je vais tracer cette horizontale comme je peux. Voilà. Donc, ici, on rejoint un point qui a pour ordonnée U2 et donc forcément son abscisse, c'est U2. Donc, on a déjà placé U0, U1, U2 sur l'axe abscisse et je crois qu'on demandait aussi U3. Bon. Donc, à partir de U2, on effectue un tracé vertical, mais il faut rejoindre la courbe. Donc, on rejoint ce point. Et à partir de ce point-là, bah, on effectue un tracé horizontal pour rejoindre la droite d'équation y égale x. Et on s'aperçoit qu'on arrive pratiquement au point que j'ai appelé i, hein, il repère, mais bon. U3, il est peut-être un peu avant, un peu après. Ici, c'est pas évident. Donc, le tracé, hein, verticale courbe, horizontale, droite. Et puis en fait, si on regarde, on a quasiment tracé une sorte d'escalier ici, hein, avec, si on considère que, je vais prendre une autre couleur, tant pis le rouge, on va bien le voir. Voilà, l'escalier. Et puis si on poursuit un petit peu l'escalier, on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à un endroit. Voilà, il semblerait que ce soit ce point d'intersection, hein, qu'on a appelé A d'ailleurs, l'abscisse petit a. On pourrait conjecturer que la suite UN a l'air croissante et qu'elle a pour limite petit a, mais c'est une conjecture. Question 2b, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel à n, moins 1 inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à a. Donc on sait qu'on a l'étape 1 qui s'appelle l'initialisation. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette étape A? On doit vérifier que la propriété est vraie au rang. Bah ici, n égale 0, puisqu'on nous dit qu'on travaille pour tout entier naturel à n. Et au rang 0, il s'agit de vérifier que moins 1 est inférieur égal à U0, qui est inférieur égal à U1, quand on remplace n par 0, qui est inférieur égal à A. Alors, déjà, on va s'intéresser à U0. Hein. Alors, U0, on sait que c'est moins 1. Et puis, on a besoin de U1. Alors, on va le calculer. U1, c'est G, pardon, de U0. C'est-à-dire ici, G de moins 1. Et G de X, c'est ln de X plus 2. Donc, ça nous donne ln de moins 1 plus 2, c'est-à-dire ln de 1. Et finalement, on obtient 0, ce que j'avais dit tout à l'heure. Bon, alors, est-ce que on a bien l'encadrement? Il me semble que moins 1, on veut qu'il soit inférieur égal à U0, ben oui, mais U0 c'est moins 1, on veut qu'il soit inférieur égal à U1, U1 c'est 0, et puis on sait que A est d'ailleurs plus grand que 1, donc A est forcément supérieur égal à 0, donc ici il n'y a plus qu'à remplacer, hein. Moins 1 est plus petit que U0, plus petit que U1 et plus petit que A. Donc là, on a fini l'initialisation. L'hérédité, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supposer que la propriété est vraie en n pour un certain entier n. Alors on va supposer évidemment que moins 1 inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à A. Pour un certain entier n, il y a d'autres façons de rédiger. Hein.
Alors, comme ici, la récurrence commence à 0, on va dire, pour un certain entier n, super égal 0, si on commence à n égale 1, ben ici, il suffit de remplacer par n égale 1, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit montrer à ce moment-là, montrons alors que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire on doit avoir moins 1. Partout où il y a n, on remplace par n plus 1. Et donc ici, quand on remplace n par n plus 1, ça fait n plus 1, donc un plus 2, inférieur égal à. Bon, ben c'est ça hein, qu'il va falloir essayer de démontrer avec cette hypothèse-là qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Alors pour les récurrences, parfois il y a plusieurs façons de procéder. Alors ici, dans ce genre de problème, en général, on part de l'hypothèse de récurrence parce qu'on sait des choses. Alors qu'est-ce qu'on sait? On va quand même faire des remarques. Hein. On sait que un plus 1, c'est g de un. Ce qui fait que si à un on applique g, on va obtenir un plus 1. Ben, qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'appliquer à un plus 1 g, et on va voir que c'est un plus 2. Hein. un plus 2, c'est forcément g de un plus 1. Donc on connaît le lien entre le rang n et le rang n plus 1. Souvent la question à se poser dans l'hérédité, c'est comment je peux passer du rang n au rang n plus 1. Bah ici on voit qu'il suffit de faire agir la fonction g et puis de savoir des choses sur la fonction g. Dans l'énoncé on dit qu'on admet que la fonction g est même strictement croissante, je crois, sur moins 2 plus infini. La fonction g c'est ln de x plus 2. Ce serait pas très difficile de démontrer que cette fonction est strictement croissante. Il y a même plusieurs façons de faire, mais déjà si vous dérivez, vous allez obtenir 1 sur x plus 2. Et quand x est plus grand que moins 2, x plus 2 est strictement positif, son inverse aussi. Donc la dérivée est strictement positive sur l'intervalle moins 2 plus infini. Donc g est bien strictement croissante sur moins 2 plus infini. Donc moins 1 inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à a. Alors attention, là, ce que j'ai écrit, c'est d'après l'hypothèse de récurrence HR. Hein. Et G, on sait qu'elle est croissante sur l'intervalle, moins 2 plus infini. Ici, on travaille avec des nombres un plus 1 et a qui sont supérieurs ou à moins 1. Et ils appartiennent tous à moins 2 plus infini. Et donc, on fait agir la fonction G, G de moins 1. Eh bien, on garde le sens des inégalités puisque G est croissante. Inférieur égal à g de un, inférieur égal à g de un plus 1, et puis inférieur égal à g de a. Et donc, alors g de moins 1, on l'a calculé dans la question précédente, on a déjà vu, c'est 0. Ça, on l'a dit, hein, g de un, c'est un plus 1, g de un plus 2, c'est un plus 2. Et puis G de A, c'est A, puisque A est une solution de l'équation G de X égale X. Bon, on est presque arrivé au bout. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir moins 1 ici. Bah oui, mais comme moins 1 est inférieur à 0, ça va fonctionner. Voilà, on a le droit de le dire. Et on obtient la propriété, du coup, qui est vraie au rang n plus 1 quand on a considérer qu'elle était vraie au rang n. Donc on a fini l'hérédité ici. Ensuite, il suffit de faire une conclusion. Par exemple, ou si ça dépend si ce que demande la rédaction du professeur. Bon, conclusion, on a montré par récurrence que pour tout entier naturel n, moins 1, inférieur égal à un, inférieur égal à n plus 1, inférieur égal à a. Question 2c, justifier que la suite UN est convergente, puis déterminer sa limite notée grand L. Alors vous avez vu que j'ai souligné le début de la phrase parce qu'en fait il y a deux questions en une question. On va d'abord démontrer que la suite UN est convergente et ensuite on déterminera sa limite qui est appelée grand L. Bon, pour le justifier que la suite UN est convergente, on vient quand même de démontrer quelque chose d'intéressant. Pour tout n appartenant à grand N, on a
cette expression ici, et puis on va déjà utiliser le fait que UN est inférieur à égal à UN plus 1, puisque ça nous montre que la suite UN, elle est croissante. Et d'après le cours, ça serait sympa qu'elle soit majorée. Minorée, on s'en moque un peu, le moins 1 va pas nous aider ici, mais c'est le 1. Bon, s'il y a écrit le moins 1 aussi, c'est un peu pour piéger parfois les élèves. Donc, première chose à dire, c'est que quel que soit, alors j'ai utilisé le symbole mathématique, quel que soit appartenant à grand N pour aller plus vite, donc UN est inférieur ou égal à UN plus 1. Donc la suite UN entre parenthèses, c'est la suite, elle est croissante. Et puis on a dit qu'on avait besoin de quelque chose d'autre, et donc c'est quoi? Le fait que la suite UN va être majorée par A, et donc en fait ça vient du fait que UN étant plus petit que UN plus 1 plus petit que A, on a forcément UN inférieur égal à A. Donc quel que soit N appartenant à grand N, UN est inférieur égal à A. A, c'est un réel fixe, dépend pas de N. Donc UN est majoré. Et d'après le théorème de convergence monotone, on sait que si une suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Donc la suite UN converge. Et comme la suite UN converge, ça veut dire que UN a une limite finie, grand L. Par définition de ce que c'est qu'une suite convergente. Bon, maintenant, il s'agit de voir quelle va être cette limite grand L. Donc, on va déterminer grand L. Alors, j'ai envie de vous dire, la clé au départ, c'est de rappeler que UN plus 1, c'est égal à G de UN. Alors, le plus simple, c'est le premier membre. UN plus 1, on va chercher sa limite. Alors, comment on trouve la limite de N plus 1? C'est simple, parce que comme on sait que la limite, quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est grand L, eh bien, la suite UN plus 1 aura aussi pour limite grand L. Bon, déjà, on fait apparaître grand L. Alors pourquoi? La suite UN, c'est quoi en fait? C'est U0, U1, U1, U2, etc. Et puis UN plus 1 commence à U1, mais c'est U1, U2, U3, donc en fait, ces deux suites ont la même limite. Bon, ensuite, évidemment, il va falloir s'occuper du deuxième membre, et là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, souvent, les élèves me disaient, monsieur, c'est évident. Ah, c'est évident. UN tend vers L, donc G de UN va tendre vers G de L. Ouais, mais ça marche qu'à condition que la fonction G vérifie un certain nombre de choses. Donc, allons-y pour G de UN. Alors, le cours pourra nous aider, mais en fait, je vais refaire quasiment le cours. Donc la limite, quand n tend vers plus infini de UN, c'est grand L, et on a besoin que G soit continu en L. Le problème, c'est qu'on connaît pas grand L, mais on sait un certain nombre de choses sur G. G étant dérivable sur moins 2 plus infini ouvert en moins 2, G est continu sur moins 2 plus l'infini. Ah, erreur, horreur. Alors, et on sait que, on sait des choses sur la suite UN. On sait par exemple que quel que soit N appartenant à grand N, moins 1 est inférieur ou égal à UN, notamment. On l'a vu lors de la démonstration par récurrence. Et donc, par passage à la limite, on peut dire que
de toute façon, la limite grand L elle va être super égale à moins 1. Et donc, grand L, il appartient bien à l'intervalle moins 2 plus infini. Hein. Donc, G est continu en grand L. Du coup, je vais pouvoir continuer le raisonnement que j'avais fait. Donc ça, c'est l'explication. Bon, c'est pas forcément écrit dans un ordre propre, mais vous l'aurez dans le polycopier. Et limite, quand petit x tend vers grand L de g de x, eh bien, on peut affirmer que c'est g de L. Et donc, on va pouvoir travailler par composé et puis aller chercher la suite g de un. Donc, eh bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de g de un, c'est forcément g de L. Bon, alors à partir d'égalité de départ un plus 1 égale g de un, que nous avions ici, hein, eh bien, on va pouvoir faire un passage à la limite et du coup, ça va nous permettre d'écrire des choses. Bon, je ne vais pas tout rédiger, ça va nous donner grand L égale G de grand L. Par passage à la limite. Mais l'équation G de x égale x avait deux solutions, qui étaient petit b ou petite a. Donc en fait, la limite de la suite un, a priori, c'est ou bien b ou bien a. Alors on va voir qu'il n'y en a qu'une à retenir, puisque nous avons vu que grand L est super égal à moins 1. Un petit dessin pour peut-être mieux voir les choses. Donc en fait, on a petit b qui est compris strictement entre moins 2 et moins 1, petit a entre 1 et 2. Et nous, on sait que la limite L est super égale à moins 1, ce qui fait que ça ne peut pas être b. Donc en fait, grand L, c'est petit a. Et donc ainsi, on pourrait dire la limite de un, quand n tend vers plus infini, c'est petit a, ce qu'on avait conjecturé à partir du graphique. Alors au bac, maintenant, on demande rarement les graphiques des suites récurrentes, mais je vous conseille de le faire. Éventuellement, si vous savez le faire avec votre calculatrice, ça va vous permettre de visualiser des choses. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi, elle est longue, il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Si vous appréciez mon travail, un petit pouce levé m'encourage, et il me reste à vous dire le classique, au revoir.